J'ai été très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshisekedi, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'Est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de l'Ituri, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, hein, qui ont fait des atrocités épouvantables dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir? Tshisekedi a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur. Donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value. Hein, et nous, qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien. C'est scandaleux. Je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Hein. Donc ce n'est pas du tout une rébellion. En réalité, c'est l'exploitation par des compagnies minières contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourront en douter, il y a une statistique fantastique, c'est vous regardez la production de coltan dans le monde et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo et qu'il y a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Vous voyez? Donc c'est vous dire... Alors, quand il dit qu'il y a une rébellion, non, il n'y a pas de rébellion. Et c'est au contraire, c'est une exploitation. Et là, on revient à ce que je vous disais, c'est les fameuses compagnies minières. Et pour prendre un autre exemple de compagnie minière, c'est Wagner. Les mercenaires de Wagner. Hein, enfin, je ne sais pas dire si on doit dire mercenaires pour Wagner, parce que en réalité, c'est une troupe russe. Ce sont tous des Russes. Et visiblement, ils obéissent au pouvoir central. Donc, ce n'est pas exactement des mercenaires dans le sens où on l'entend. Une troupe privée. Voilà, c'est une milice privée, voilà. Hein, russe. Voilà. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est pas pour ça que je le disais, Wagner, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment il se fait payer. Il se fait payer en mine d'or. C'est-à-dire, quand il arrive en Centrafrique, ils ont dit, nous, on va protéger le président. Notre boulot, c'est de protéger le président, c'est pas autre chose. On vous protège contre les tentatives de vous renverser que les Français et les autres peuvent avoir idée de faire parce que vous n'êtes pas dans leur ligne. Donc, on vous protège, mais vous nous payez en mine d'or. Ils ont fait exactement la même chose au Mali. Et oui, au Mali, il y a beaucoup de mines d'or. Et il y a beaucoup de mines d'or. Et donc, vous voyez là encore les compagnies minières. En réalité, l'or, dans tous ces coins-là, est récupéré par les Russes. Et pourquoi par les Russes? Parce que dans les attaques, les sanctions européennes, si vous voulez, contre le rouble, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que le rouble étant appuyé sur l'or, ben évidemment, le rouble ne se dévalorise pas. Alors, ce qui est intéressant pour Zelensky, c'est que pendant que nous, notre président disait vous n'avez pas été foutu d'arrêter la rébellion, il est intéressant de voir que l'organisation de l'Union africaine vient de dire il n'est pas acceptable que des pays aillent piller les autres. Donc, eux, ils commencent à prendre parti en disant il faut arrêter ça. Et Kagame, il n'a pas du tout aimé, il a expulsé 3-4 ambassadeurs en disant c'est inacceptable, hein, vous êtes en train de me menacer. Non. Les gens lui disent chacun chez soi et on protège nos mines. Alors, c'est d'autres grandes puissances qui n'avaient pas pu jusque-là rentrer en Afrique et qui sont arrivées en disant on peut faire des affaires. Alors, on a vu les Américains, on a vu les Russes, on a vu les Chinois, essentiellement. Hein. Bon. Si on regarde, les Américains, ils ont été intéressés parce qu'il y avait du pétrole. Le problème des Américains après la Deuxième Guerre mondiale, c'était récupérer du pétrole. Et le deuxième, c'était les mines. Tout le monde sait que les grandes compagnies minières mondiales sont pratiquement toutes anglo-américaines. Elles ont voulu mettre la main sur les mines. Donc là, il a commencé des conflits miniers, hein, où nous avions des États anciennement colonisateurs et les États locaux qui se sont trouvés confrontés à l'arrivée
de compagnies minières étrangères financées par aidées par des États. C'est l'histoire du Rwanda avec le Congo, qu'on a évoqué aussi dans une autre émission, hein, où vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça dure, quand Paul Kagame a pris, avec le FPR, a pris le contrôle du Rwanda lors de cet épouvantable génocide qui s'est passé là-bas. Ils ont continué, on l'avait expliqué dans notre émission, ils ne sont pas arrêtés au Rwanda. Hein. Ils ont continué pour aller mettre Kabila en place au Congo, et ils ont profité pour ça du fait que les Hutus, qui avaient été les responsables du massacre au départ, hein, les Hutus s'étaient réfugiés, poursuivis par les Tutsis de Kagame, s'étaient réfugiés au Congo. Ils en ont profité pour envahir le Congo avec des troupes de Kagame, aidés par des conseillers américains, et d'aller jusqu'à Kinshasa, et à Kinshasa, de remplacer le président en place par le président Kabila, qui était entre les mains des Américains. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'était sur cette évolution de l'Afrique subsahélienne, si vous voulez. C'est ce qu'on a vu au Gabon. Il n'y a pas que le Gabon, il y a aussi le Togo, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont été, pendant très longtemps, des membres donc, de la communauté française, hein, donc des pays décolonisés de la zone, mais en particulier pour le Gabon, des pays riches, hein, parce que le Gabon est un pays riche. Indiscutablement, les relations se sont tendues entre la France et des pays comme le Togo ou le Mali, on l'a vu, le Burkina Faso, on l'a vu, mais le Togo aussi, les relations se sont tendues, le Gabon également. Pourquoi? Parce que dans tous ces pays-là, on a toujours voulu conserver une influence forte et d'appuyer cette influence forte sur le côté militaire. Et les gens se sont dit, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Pourquoi continuer à travailler avec les Français exclusivement alors qu'il y a d'autres opportunités? Et on a vu le Togo et le Gabon, par exemple, dire « je lasse la France pour passer dans le Commonwealth anglais ». Personne n'en a parlé. Hein. Le Gabon, il y a 2 ans, est rentré dans la communauté anglophone. Donc, ça veut dire qu'il a choisi son camp, et le camp, c'est plus la France. Vous voyez? Bon, Kagame, au Rwanda, on parlait français au Rwanda. Kagame a changé en disant on parle dorénavant anglais. La langue officielle du Rwanda, c'est l'anglais, et donc, bien entendu, Commonwealth. Vous voyez? Donc, on voit aussi les jeux de pouvoir qui se passent derrière. Le Gabon, ses liaisons avec les Américains. C'est clair. Donc, la France-Afrique n'existe plus. Sur ces entrefaits, le président Macron fait une tournée en Afrique pour relancer les relations avec ces pays, mais sur des bases plus modernes, plus sereines, plus saines. Oui, oui, bien entendu, parce que le président, les conseillers du président Macron, je pense que tout le monde est conscient que l'Afrique n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été. On voit les actions, effectivement, des Américains. Les Français étaient la population étrangère la plus importante en Afrique il y a 30 ans. Aujourd'hui, la population la plus étrangère en Afrique, ce sont les Chinois. Il faut le savoir, on a été remplacés complètement. Les Chinois, ils ont notre système. Eux, ils font des contrats et ils prêtent de l'argent. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai un besoin. Je me souviens, par exemple, le Congo-Brazzaville n'a plus d'argent. Les Chinois disent, vous en faites pas, les banques ne veulent pas vous prêter, nous, on vous prête. Très bien, les chefs d'État, ils sont contents, ils ont de l'argent. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut payer. Ils vous disent, bon, vous ne pouvez pas payer, on comprend, mais alors qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Et ils mettent la main sur des pans entiers de l'activité locale. Donc, si vous voulez, et ça, alors, ils s'en rendent compte les uns après les autres, hein. Mais ils sont coincés, les pays africains, parce qu'ils ont emprunté, ou ils continuent à emprunter parce qu'ils ont des besoins. Et d'un autre côté, les Chinois leur financent, ou les aident à financer des infrastructures, hein, les ports, les routes, les chemins de fer,